18h-19h, Time Sport avec Bilal Nemman sur Beurre FM. Salut à tous, aujourd'hui c'est Alex Bon qui est aux commandes. Bilal, on l'écoutera certainement demain, vendredi, mais pour l'heure c'est Time Sport avec moi-même donc et mes invités. Time Sport, l'émission qui parle de sport toute la semaine sur Beurre FM, le 106.7, le hashtag Time Sport sur Twitter et on n'oublie pas la page Facebook avec un programme chargé, les malheurs du PSG. Hier on va en parler évidemment, on va aborder l'Olympique de Marseille qui affronte la Lazio de Rome. On a un invité d'ailleurs, le Time Sport prendra un petit peu l'accent marseillais aujourd'hui. On a Avi Assouli qui sera avec nous dans une dizaine de minutes. On évoquera aussi le handball, les questions qui se posent au sujet de l'équipe de France à quelques semaines du mondial en 2019. Évidemment, sera la victoire du jour et puis on terminera l'émission, une fois n'est pas coutume, avec le quiz. Et pour l'instant, et comme d'habitude, c'est le ras-le-bol du jour. Allez, go Time Sport. Time Sport. Le ras-le-bol, mais j'en oublie mes invités, moi. Qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, Olivier G est avec bonjour. moi. Comment ça va? Journaliste, chroniqueur. Ouais. Qu'est-ce qui manque dans la carte de visite? Écrivain. Comment s'appelle ton dernier bouquin? Parce que on l'a pas parlé. De la cité au Galibier. Voilà. Et puis bien triste par ce que le spectacle montrait hier soir, donc on va en parler, c'est juste parfait. Bon, le PSG, on va y venir. Notre ami Iyad Raski est avec nous aujourd'hui, journaliste et chroniqueur. Salut Iyad. Salut à tous, salut Alex. Juan José Dorado. L'Espagne va bien, mais l'Atlético un peu moins. Comment ça va, Juan José? Buenas tardes. Effectivement, l'Espagne va plus ou moins bien, mais l'Atlético et même le Real. Le Real, le Barça, évidemment, Visca Barça. Comme ça qu'on dit, je crois, en Catalogne. Visca Barça. Et Bassim Baroun, journaliste, les Saltips, évidemment, on le mentionne à chaque fois, c'est sur Twitter. Comment ça va, Bassim? Salut Alex, salut à tous. Écoute, ça va bien, il fait beau. Bon, t'es prêt à parler du PSG, de l'OM, de handball et à répondre à un quiz sur le Classico. Alors lequel des Classicos? On dit rien, on verra tout à l'heure. Comme vous voulez. Allez, le ras-le-bol du jour. Time Sport, le ras-le-bol. Bon allez messieurs, le ras-le-bol du jour évidemment. Quand il y a un gros match en Ligue des Champions, on s'attend à voir un grand PSG, un PSG de gala. Et puis voilà. C'était compliqué hier soir une fois de plus. Là cette fois on n'était pas en huitième de finale, on n'était pas en quart de finale. On n'y est pas encore, c'est dans quelques semaines le parfum du deuxième tour en Ligue des Champions. La piste aux étoiles. Olivier, le PSG hier c'était compliqué face à un Napoli motivé. On s'y attendait. On pensait que Paris allait mettre les tripes dans ce match, allait sortir les tripes. Et finalement ça a coincé. Ce qui est dur, c'est que pour les supporters parisiens, la Ligue des Champions, c'est le truc qu'on attend chaque année. Le championnat, bon, je vais pas dire qu'il est plié, mais c'est tout comme. Et chaque année, la Ligue des Champions, c'est un petit peu la coupe des rêves, c'est un truc qu'on veut vraiment réussir à choper. Et finalement, à chaque fois, on s'arrête beaucoup trop tôt. Cette année, en revanche, c'était encore plus compliqué à mes yeux que l'année dernière. Hier, j'étais encore plein d'espoir. Je me suis dit que le match à Liverpool, ok, c'était une erreur, c'était le début de saison. Mais j'oublie à chaque fois qu'au milieu de terrain, c'est compliqué et qu'on peut pas inventer une équipe du jour au lendemain. Et hier, effectivement, grosse déception. En plus, bon, moi, ce qui me dérange, c'est même pas tant le score, c'est l'attitude sur le terrain. J'ai vu des têtes basses toute la soirée. J'ai vu un manque d'abnégation. J'ai vu une équipe qui avait régressé par rapport à la Champions League de l'année dernière. Parce que c'est bien beau d'être super beau en championnat, mais si c'est pour être en Ligue des Champions, être comme ça, c'est dommage. Juan José, tout à l'heure, je te parlais déjà, je te mettais dans l'ambiance avec l'Atlético qui a perdu hier, mais on connaît les caractéristiques de l'Atlético, de Diego Simeone. Quand il a pris cette équipe, il a ajouté un peu plus de cœur, un peu plus de tripes, et ça donne des résultats, ça a donné des résultats. Comment on fait pour qu'au PSG ça se passe comme ça? Parce que depuis 5 ans, c'est le dénominateur commun, il manque quelque chose à ces joueurs, quels que soient les joueurs, époque Ibra, époque Thiago Motta, époque aujourd'hui Neymar. Bah déjà, peut-être il faut recruter pas uniquement que des attaquants à 200 millions d'euros. Peut-être recruter une défense qui tienne la route. Faut juste rappeler que la défense d'hier du PSG était l'année dernière une défense des remplaçants. Bernat était remplaçant, Thomas Meunier était remplaçant, et puis avec Marquinhos et Kimpembe, il tournait aussi. Donc il y avait des rotations. Donc c'est une défense des remplaçants. Et puis c'est une équipe à qui il manque un numéro 6. On en parle depuis
depuis des semaines, c'est une équipe qui n'est pas du tout équilibrée. Et d'ailleurs, Thomas Tuchel l'a reconnu, c'est une équipe qui est déséquilibrée. Et en plus, c'est une équipe qui n'a pas un schéma tactique défini. Et puisque à chaque match, Thomas Tuchel, grosso modo, change son système et change le 11 titulaire. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler sur cette équipe. Et puis, certainement, il faut une attitude beaucoup plus solidaire dans le terrain. On aura l'opportunité de parler parce que le match était décevant, mais il était surtout énervant en regardant, comme disait Olivier, les joueurs sur le terrain. Bon, on l'a vu, on vient de le dire, ça manque un petit peu d'autorité, de détermination, mais Bassim, on a vu jusqu'à présent le PSG plutôt bien joué, on a dit la patte Tuchel, on a dit un PSG qui prend forme, qui joue bien, qui joue mieux qu'avant. L'entraîneur allemand était devenu l'homme providentiel, mieux que ce qu'avait pu faire Carletto qui était en face hier soir, Carlo Ancelotti, mieux que ce qu'avait pu faire Laurent Blanc, et mieux que ce qu'avait pu faire le petit entraîneur qu'il y avait avant, là, comment il s'appelait déjà, Unai Emery, celui qui n'avait gagné que 3 Coupes d'Europe, le pauvre. Donc, Bassim, on avait pourtant l'impression que Tuchel c'était la solution, le facteur X, et est-ce que c'est pas un petit peu la faute de Tuchel? La faute, pour moi, elle est plus générale. C'est rêvons plus grand. Le problème du rêve, c'est que c'est pas une réalité. À l'heure actuelle, sur le terrain, on n'avait pas une équipe. Manque d'intensité, vous en avez parlé, l'attitude, ces éléments-là, oui. Après, il y a un problème de cohésion tactique, cohésion dans l'équipe. Ce 4-2-3-1, et là, on peut rejoindre l'idée de Tuchel, est déplorable parce que tu peux pas arriver avec ce 4-2-3 et ton double pivot, comme on dit en Espagne, le double pivoté, avec Verratti et Rabiot. L'investissement de chacun, l'attitude des joueurs, Mbappé, une attitude déplorable, j'ai pas du tout aimé son attitude. Rabiot, on le dit souvent, on va le répéter, Rabiot n'a pas sa place au PSG à l'heure actuelle parce qu'il a une mauvaise attitude, il est en fin de contrat et pourtant il ne veut toujours pas re-signer son contrat. Le mec continue à jouer sur des matchs importants comme ça. Juste, je me permets, sur l'attitude de Rabiot sur le second but napolitain hier, il rentre presque en marchant, quoi. Il revient en marchant, et ça c'est incroyable à ce niveau-là. Et on l'avait déjà vu sur le deuxième but et le troisième but du Real Madrid à Bernabeu, on le voyait, il revenait en marchant. On l'avait vu à Liverpool, ou je ne sais plus sur quel autre match. C'est toujours pareil avec Rabiot. Et après, tu peux aussi parler un manque d'humilité. Aujourd'hui, on est arrivé face au Napoli en prenant un peu de haut cette équipe, en pensant peut-être à juste petite, en se disant nous on a Mbappé, on a Neymar en face, c'est Naples, ça passe pas les poules en général en Ligue des Champions, on va les taper. Sauf que tu les as jamais affrontés, tu connais pas leur niveau. C'était pareil face à Liverpool. Iyad, c'est ça, c'est un problème de comment dirais-je, ils ont sous-estimé, mésestimé cette équipe du Napoli, les joueurs et l'encadrement du PSG. Oui, je pense qu'ils ont réfléchi surtout par rapport à eux et par rapport à leur prisme, sans forcément prendre en compte l'équipe qu'il y avait en face d'eux, comme Bassim le disait. Naples, c'est une équipe qui est déjà beaucoup plus équilibrée que le PSG, peut-être avec des joueurs peut-être d'une classe en moins, mais individuellement, et puis entraîné par pas n'importe lequel entraîneur, étant donné que peut-être que les Parisiens sont restés sur le souvenir de l'année dernière où Paris avait battu le Bayern sous Carlo Ancelotti, mais on savait que c'était un contexte assez compliqué. Un Bayern qui était malade. Et puis oui, que les joueurs voulaient la tête du coach, qui est d'ailleurs parti juste après le match. Donc après voilà, je pense que l'erreur elle est aussi de Thomas Tuchel dans le sens où il a peut-être sous-estimé peut-être le milieu de Naples et le fait que cette équipe était largement plus équilibrée que la sienne, en mettant un Rabiot Verratti, sachant que aucun des deux ne sait réellement défendre, ou alors, par exemple, Rabiot, on parlait de son comportement nonchalant. Verratti peut avoir de l'envie, mais va peut-être faire trop d'efforts à un moment donné. Du coup, ça veut dire qu'il va se fatiguer beaucoup plus. Ses efforts défensifs sont très brouillons. Tactiquement, en tout cas sur les transitions défensives, il n'est pas forcément présent. Et en plus, mettre un Mbappé qui nous défend de moins en moins, même moins que Neymar, je trouve. Et le tout en ajoutant en plus Di Maria et Cavani. Je pense que Tuchel a fait une erreur parce qu'il a trop investi sur l'attaque et il a cru que même que le contexte à domicile ferait que son attaque primerait, mais avec un entraîneur comme Carlo Ancelotti, il savait qu'au milieu de terrain ça allait bétonner et que le Naples est une équipe très compacte et très organisée. Mamadou Lamine Mané nous a rejoint dans ce studio pour nous parler évidemment du PSG et de tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Mamadou, deuxième conseil. Salut Mamad, comment vas-tu? Excusez-vous, excusez-moi pour le retard. Ça arrive, c'est pas un problème, il y a parfois du monde sur la route, c'est la vie. On fait de la radio, c'est une émission vivante,
c'est pas grave. On est très heureux de t'avoir avec nous en tout cas. Gentil, Alex. Mamadou, comme nous l'ont dit tes camarades, il y a un problème de trip, peut-être un problème chez Tuchel, mais comme vient de nous le dire Iyad, mais finalement, Tuchel, il nous a remis l'équipe qu'on avait vue jusqu'à présent et qui marchait notamment en championnat avec des 5-0 et des scores folkloriques, comme on a pu le voir en Ligue 1 ces derniers temps. Je ne vais pas vous faire le gap entre la Ligue 1 et la Champions League. Aujourd'hui, le PSG, j'étais extrêmement déçu. Et après, finalement, j'étais très déçu dans un premier temps. Je suis pas parisien, ça tout le monde le sait. Mais puis finalement, au bout du compte, j'aime le sport. Et je me dis finalement, il n'y a aucune raison de vouloir voir un Paris passer un tour, ou voire même passer les phases de poule. Parce que Paris, c'est un orchestre qui est complètement désorganisé. C'est un orchestre de solistes. Et on l'a vu hier. Et c'est un supporter qui te le dit. C'est que finalement, au bout du compte, j'étais même plus déçu parce que je me dis, il ne faut rien attendre de cette équipe-là. En tout cas, tant qu'elle est dans cette configuration-là, à savoir une addition de solistes, Mbappé qui ne défend pas. Il peut avoir les qualités qu'il veut. Mais ne pas défendre derrière, c'est complètement inadmissible. Et juste pour finir, Alex, quand on voit l'engagement, on l'a vu à Liverpool déjà. La première des choses, tu peux me parler de talent, il y a l'engagement, c'est 70% en Ligue des Champions, c'est le mental. Aujourd'hui, le PSG n'aborde pas ses matchs de Ligue des Champions avec un mental pour battre l'équipe. Après, la qualité des joueurs, elle s'étalonne en fonction du match. Pardon, excusez-moi. Tant qu'il n'y a pas cette mentalité de vainqueur, de rentrer sur le terrain pour tout arracher, soulever la pelouse et les mecs qui sont en face, c'est pas la peine d'espérer passer les coupes et ça vaut pas le coup. Sur l'aspect technique, on pourrait jouer comme l'a fait le PSG hier. Mais à ce moment-là, avec un double pivot, mais à ce moment-là, il y a un axe central où au lieu d'avoir Marquinhos et Kimpembe, tu as peut-être un Umtiti et un Varane. Donc des gens derrière qui sont capables d'apporter quelque chose, de l'aide justement à ce double pivot qui est au milieu. Et puis, on pourrait jouer aussi comme ça parce qu'il faut juste se rappeler que Di Maria, quand il était au Real Madrid, il faisait des tâches défensives. Il jouait au milieu. Souvent, il avait des tâches défensives. C'était il y a 4 ans. Quand même. Non, mais il le faisait. Il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, la dernière saison de Neymar au Barça, il avait descendu d'un cran. Il y avait des tâches, il défendait beaucoup plus Neymar. Donc, on sait que Neymar est capable de le faire. On sait que Di Maria est capable de le faire parce qu'il a déjà fait. Encore faut-il les mettre dans ses Voilà, il y a une attitude, certainement, qui ne permet pas aujourd'hui, ou qui fait que ces joueurs ne veulent pas le faire. On pourrait le faire, mais ils ne le font pas. On laisse peut-être un peu trop de liberté à ces joueurs-là et on la pas réalité, de contrainte ou de contrepartie à ce jeu offensif. On se voit trop beau. Tu peux marcher sur Amiens 5-0, tu peux marcher sur Lyon 5-0, tu peux marcher sur tout le monde 5-0. Si t'es pas capable d'élever ton niveau de jeu dès qu'il y a une difficulté, c'est pas une équipe. On l'a vu. C'est facile d'être fort contre les plus faibles. Et on l'a vu. Mais tu vois, on n'arrive pas. Il n'y a pas de groupe. Il nous manque des gars comme Nainggolan. Pour moi, je dis toujours ce nom-là parce que pour moi, il représente pas mal ce qui manque au milieu de terrain. Un joueur qui est capable de soulever la pelouse. Un Gattuso, par exemple. Ouais, bien sûr. Des gens qui sont capables de se mettre le cul par terre, pardon l'expression, pour l'équipe et d'entraîner l'équipe avec eux. L'Olympique de Marseille l'année dernière, je suis pas fan de Marseille, tu le sais, avec un effectif moyen, ils vont en finale de la Ligue Europa. Ok, c'est une autre coupe, pas de souci. Mais en attendant, les mecs ils se sont mis le cul par terre avec un effectif moyen. Tu mets cette mentalité au PSG, je suis sûr que hier soir il se passe autre chose parce que le talent on l'a, mais le cerveau on l'a pas. On n'a pas envie. On n'a pas envie de mouiller le maillot pour le copain. Oui. On n'est pas solidaire. On préfère regarder l'autre tomber. On regarde Rabiot. J'en parlais tout à l'heure, Bassim. Rabiot, c'est inadmissible ce qu'il fait hier. Sur le deuxième but du Napoli, regarder du milieu de terrain et rentrer en trottinant, sincèrement. Mais ça doit pas exister à ce niveau-là. Putain, pas à ce prix-là, les gars, quoi. Mais il le fait parce que Mbappé fait pareil. Et en fait, à partir du moment où tu es taulier, les cadres de ton équipe, en tout cas les stars de ton équipe, ne montrent pas forcément ce bon exemple, les autres n'ont pas envie de faire les efforts pour eux. Et je ne vais pas défendre Rabiot, il est indéfendable. Non, mais quand tu vois Mbappé, et le nombre de fois sur une perte de balle, Mbappé revient en marchant, en trottinant au mieux, tu te dis que c'est pas possible. Parce que tu l'as dit hier, Neymar essaye un minimum plus qu'Mbappé, et ça c'est pas normal. Et à la limite, on pourrait lui pardonner Mbappé. Il a un face-à-face en fin de première mi-temps, il le met, on va lui dire bon écoute, tu défends pas, c'est pas grave, tu marques ton but. Il n'a pas marqué. Et à ce moment-là, tu le critiques. C'est vrai. Et puis le manque de cohésion en attaque aussi, il faut pas oublier Cavani. Alors pour le coup, critiquer Cavani c'est hyper compliqué parce que le gars. Mais par contre, le manque de confiance qu'il a aujourd'hui, ça vient pas de nulle part. C'est aussi parce qu'on lui fait moins confiance sur le terrain. Quand on fait moins confiance, tu perds. Enfin, tu perds, c'est sûr. Cet altruisme, cette philanthropie que t'as dans le ballon, ce côté. Tu vois. Et tu vois ce qui est paradoxal, c'est que c'est Cavani qui est sorti. Et aujourd'hui, je peux dire que Cavani est effectivement amoindri en termes psychologiquement.
mais parce qu'effectivement, autour de lui, c'est le seul qui était capable de fournir des efforts qu'il les fait. Mais quand il voit que ça joue pas le jeu à côté, je peux comprendre que psychologiquement, bien sûr, ça laisse un certain de dessus. Messieurs, les PSG, on laisse ça de côté, ils ont fait de partout hier. On part sur l'OM dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la pause. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman. Allez, c'est Alex Lebon, toujours en poste aujourd'hui. Bilal, on le verra demain. Time Sport continue avec cette fois la Ligue Europa, puisqu'on va parler de l'Olympique de Marseille face à la Lazio de Rome. C'est le duel du jour. Time Sport. Le duel. D'une Coupe d'Europe à l'autre, on était en Ligue des Champions il y a quelques instants, maintenant on est en Ligue Europa. On apprécie toujours autant la Ligue Europa, puisque voilà, il y a des clubs français qui sont toujours engagés, qui jouent leur chance crânement, et pourquoi pas se retrouver comme l'année dernière avec une équipe au plus haut niveau. C'était le cas de l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça sera le cas de l'Olympique de Marseille? On verra. En tout cas, on a un invité pour en parler de cet Olympique de Marseille. C'est Avi Assouli, qui est un mythique journaliste sur place là-bas à Marseille et partout en France. Bonjour Avi. Bonsoir Alex, bonsoir à toute l'équipe. Bon, Bonsoir, messieurs, bonsoir. messieurs, voilà, on est poli, on dit bonsoir. On les pardonne, ils n'ont pas le casque. On a intimidé. Ils sont timides. Ils ont encore la politesse. Non, il leur reste la politesse. Mais on leur pardonne, ils n'avaient pas le casque dans les oreilles, donc forcément, parfois, le retour n'est pas net. Bon, Avi, plus sérieusement, l'Olympique de Marseille, déjà, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'être avec vous, d'autant plus que j'ai deux amis chez vous, c'est Bilal et puis la gentille Myriam Ben Salah. Évidemment, on les salue. Chez vous. Évidemment. Évidemment. Alors, Avi, l'Olympique de Marseille est mal engagé dans cette Coupe d'Europe. On s'en souvient, ils ont perdu à domicile dans un match un peu particulier face à l'Eintracht Francfort. Oui. Derrière, ça a été compliqué à l'Apollon Limassol, 2 buts partout. Donc une défaite, un match nul. L'Eintracht Francfort, de son côté, avait battu, corrigé même le Lazio de Rome 4-1 dans le match précédent. La Lazio donc est en difficulté elle aussi et ce soir l'OM voilà est-ce qu'il y a des absents? L'OM comment tu les vois, Avi, ce soir? On mise tout quand même sur la Coupe d'Europe ou on oublie? Écoute, les années se suivent et ne se ressemblent pas parce que l'année dernière ils ont fait un trajet extraordinaire, une compétition en finale à Lyon, bon, tout le monde s'en souvient, mais là pour l'instant ils ont mal démarré comme tu viens de le signaler. Mais c'est un match à tout parce que il y a un absent, c'est le grand phénomène marseillais que tout le monde admire ici, c'est le petit Thauvin. Florent Thauvin est blessé et malheureusement il ne sera pas présent. Donc avec Payet, ça marche fort, c'est deux joueurs qui tiennent à bout de bras à l'équipe. Bon, il y a une nouvelle volonté, c'est que le petit poste est de retour à la compétition. Ça fait à peu près 15 jours qu'il est absent et donc il dit qu'il est à 100%. C'est lui qui dit on verra ça, on jugera ça sur place. Quant à savoir s'ils vont faire le même parcours que l'année dernière, franchement, je ne pense pas. Mais bon, il y a encore un coup à jouer. Où on gagne, où l'OM gagne ce soir et doit faire le plein également en match retour à Rome. Et si c'est le cas, je pense qu'on peut dire au revoir et ça sera peut-être bénéfique pour la Ligue 1. Le stade Vélodrome sera plein. C'est une belle affiche de Coupe d'Europe, Marseille contre la Lazio de Rome. Est-ce qu'on attend du monde quand même ou pas? Alex, vous savez très bien qu'ici, le PSG, OM, le Classico, ça efface tout le reste. Tout le monde attend ça toute l'année, quoi. On en parle depuis déjà pas mal de temps. Il y aura le plein dimanche, ça c'est certain, contre le PSG. Mais là, peut-être qu'il y aura 40 000, c'est déjà pas mal. Il y aura 40 000, 45 000 spectateurs pour le match de ce soir. Ça va, c'est correct, on a vu pire au stade Vélodrome, notamment l'année dernière. Juan José Dorado qui est avec nous, vas-y, Juan José. Écoutez, j'ai l'avantage d'être étranger, de ne pas être français, mais je suis atterré quand je vous entends poser la question que vous avez posée. Est-ce qu'on oublie la Coupe d'Europe? Est-ce que vous pensez qu'en France, on va gagner quoi que ce soit si on se pose la question si on joue la Coupe d'Europe ou on ne la joue pas? Il faut la jouer. C'est la question. C'est pas la réponse. C'est déjà la question qui est d'ailleurs un quotidien national. Le Parisien aujourd'hui en France s'est posé ce matin. Et donc c'est quand même terrorifique de voir ça, d'écouter ça. Non, il faut jouer. Même si on n'est pas à 100%, il faut la jouer à fond. Et parce qu'ils l'ont joué à fond, il y a quelques mois, ils sont arrivés en finale.
Parce que rappelez-vous, en huitième des finales, on s'est posé la question il y a quelques mois s'il fallait la jouer ou pas, ou s'il fallait se concentrer sur la Ligue 1. Mais pas l'OM. L'OM la joue à fond, comme l'année dernière. Ils vont la jouer à fond. Mais vous devinez bien qu'avec un seul point au classement, si ils perdent ce soir, c'est une catastrophe. Donc c'est fini pratiquement. On est d'accord, c'est une catastrophe, mais il faut aller de l'avant. Il y a Monaco qui est avec un point aussi en Champions League. Écoutez, à Marseille, il y a un vieux proverbe qui dit qu'il faut mouiller le maillot. C'est le leitmotiv de tous les supporters. Ils vont être là, ils vont les pousser. Malheureusement, contre Francfort, à domicile, l'OM devait gagner ce match, il avait la capacité, mais c'était à huis clos, donc c'était quand même un match bizarre. Mais ils ont loupé le coche ce soir-là. Mais là, ce soir, ils vont la jouer à fond, ça c'est certain. Mais après le résultat, si l'OM perd, qu'est-ce que vous voulez, et le classement, ils vont continuer à jouer dignement à Rome. Mais s'ils gagnent ce soir, c'est possible. L'OM ils vont chipper la deuxième place de Lazio et tout sera possible. Ils continueront à la jouer. Mais l'OM joue à fond tous ces matchs, ça c'est certain. De toute façon, c'est des professionnels. Je les vois mal s'amuser. Ils vont jouer à fond. D'abord Olivier pour G. les supporters et puis surtout pour eux et puis pour l'adversaire aussi. Non, ils vont la jouer à fond. Olivier G a une question pour toi, Avi. C'est pas vraiment une question, je vais juste rebondir sur ce que disait Rosé. C'est vrai que, l'OM la joue à fond, l'année dernière, ils l'ont prouvé à maintes reprises. Mais c'est vrai que si on regarde quand même les résultats cette année en Europa League, je crois qu'on a une victoire en 6 matchs pour le moment. Il s'agit de Rennes qui gagne son premier match 2-1. Ouais. Et depuis, par exemple, la dernière fois, c'était des purges comme les derniers matchs. Que ce soit contre Astana, que ce soit contre Copenhague pour Bordeaux, que ce soit même contre Limassol pour l'OM. C'est vrai qu'on a l'impression quand même que c'est une Coupe d'Europe. En fait, toute l'année, les clubs font tout pour se qualifier. Et finalement, on a l'impression que chaque année, c'est le même truc qui ressort. C'est qu'on la joue parce qu'il faut la jouer. Mais finalement, si on va pas trop loin, c'est pas grave. Et effectivement, si on passe la phase des poules, on va la jouer un peu plus sérieusement. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même malgré tout, chaque année, un énorme gâchis. Je pense à Rennes, qui a tout donné pour se qualifier, et finalement qui met une équipe bis contre Astana. Pour moi, c'est grave. Mais à l'OM, comme l'a dit Avi, on joue cette compétition. Quoi qu'il arrive, on la joue toujours à Marseille, cette compétition. L'année dernière, en poule. Et notamment l'année dernière en poule, ça jouait, c'est passé même peut-être c'est passé un petit peu juste, mais le stade était vide. L'Olympique de Marseille voulait aller au-delà de la phase de poule l'an dernier. Évidemment, je pense que n'importe quel club veut aller au-delà, mais après, il y a toujours cette problématique de calendrier. Et je pense que pour tous les clubs, c'est pas que les clubs français, tout le monde se pose cette question. Est-ce qu'il faut faire tourner même les clubs espagnols? Non, les clubs espagnols ne se posent jamais cette question. Ça, je peux vous le dire. Mais ils font tourner. Culturel, peut-être. Il faut tourner. Il faut pas être hypocrite non plus. En Espagne aussi, on fait tourner. Le Betis a fait tourner. Tu fais jouer des Sanabria. On joue à fond. Évidemment. Ça pose pas la question. Mais tu joues à fond. Tu es obligé de jouer à fond. C'est la Coupe d'Europe, mais tu peux faire tourner parce que tu as des obligations. Tu as un match de championnat. Tu as un classico. Voilà. Mais tous les clubs. Après, te poser la question, est-ce qu'on la joue? Ça, c'est un problème. Mais faire tourner, c'est pas un problème. Mamadou, une question pour Avi Assouli qui est avec nous, on le rappelle, journaliste, illustre journaliste marseillais, qui est avec nous au téléphone. Avi qui est un fin connaisseur de l'écosystème footballistique marseillais. Je veux juste lui poser une question d'ordre plus général pour sortir un peu de la Coupe d'Europe, à savoir qu'est-ce que lui pense, lui qui a vu défiler, qui a vu passer quand même pas mal de projets, pas mal de présidents. Comment voit-il le projet de l'OM, celui qui a été présenté par Macourt et qui est conduit par le président Hérault? Comment il le voit et qu'est-ce qu'il en pense? S'il a un avis dessus et comment il le voit à court, moyen, voire long terme? La question est posée. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, ils ne font pas trop d'erreurs. Au niveau de la structure de l'OM, c'est construit. Ils ont pris des contrats avec des clubs environnants pour pouvoir faire de la formation, parce que le leitmotiv ici pour eux, la base, c'est la formation. Ce sont des jeunes. Et là, ils ont signé des accords de partenariat avec tous les clubs de la région, ce qui n'a pas été fait depuis des années. Donc, c'est bien de faire plaisir et de travailler avec la jeunesse. Des Lopez demain, il y en aura peut-être un peu plus. Contrairement à ce que tout le monde pense, c'est qu'il travaille bien. Jacques-Henri Hérault travaille bien. Il a structuré, il est vraiment à l'américaine. Maintenant, le problème, c'est comment continuer de l'avant. C'est-à-dire au niveau des transferts. Ça coûte tellement cher les joueurs. Le mercato, on a cru que, et puis finalement, il y a eu une déception. Donc le public est un peu en deçà de la satisfaction parce qu'on n'a pas vu, on réclamait un buteur, un vrai buteur. Il y a eu l'affaire Balotelli, maintenant tout le monde s'est calmé. Alors voilà, est-ce que il y a des doublons au niveau de l'attaque? Voilà, il nous manque un grand buteur, mais sinon ils ont fait un peu des efforts. Est-ce que pour pouvoir avoir cette troisième place
Christophe Galtier, mon pote, qui s'est intercalé dedans et ça va être compliqué parce qu'il y aura de toute façon Paris, ça c'est sûr, c'est au-dessus de tout le monde, c'est carrément une autre dimension. Il y aura Lyon évidemment, et puis là ça c'est entre Lille et l'OM, ça va être très chaud. Alors voilà ce que je peux vous dire, mais le projet est pas mal, le projet est bien, c'est à long terme, il faut attendre. Alors si cette année on n'y arrive pas, ça va être compliqué, mais il faudra vraiment recruter des gros joueurs. Là, cette année, ils n'ont pas perdu de joueurs à l'OM, ils ont gardé Thauvin, ils ont gardé Payet, mais est-ce que Thauvin va finir sa course, va finir sa saison ou plus? Ça, l'avenir nous le dira. Sur les projets, c'est un projet effectivement à moyen-long terme. La preuve, c'est qu'il y a Rudy Garcia qui est venu, et puis il y a aussi Zubizarreta. Donc on est en train de construire un projet. Au bout de à peine 18 mois, vous avez une équipe qui se retrouve en finale de l'Europa League. Donc, je fais confiance à les structures parce que d'abord, il faut structurer le club. Parce qu'on a parlé souvent quand on parlait du PSG, le problème du PSG aussi, il n'est pas structuré. Et là, à Marseille, on a commencé à bien structurer le club. Donc, c'est un projet, il faut avoir confiance, aussi bien en Rudy Garcia qu'en Zubizarreta, pour amener des joueurs, des bons joueurs, et pas trop chers, parce que derrière tout ça, c'est une question d'argent. Et on ne va pas du tout lutter contre le PSG. Et puis, encore une fois, Marseille a l'opportunité et a le public pour pouvoir aller de l'avant. Donc il faut tout donner à chaque minute. Et juste signaler quelque chose sur les équipes espagnoles. Le Séville, qui a gagné à plusieurs reprises l'Europa League, cette année, est allé jouer le 5e tour de l'Europa League pour essayer de se qualifier. Le 5e tour. Donc pour vous dire l'intérêt des équipes espagnoles pour être en Europe. À la limite, ils préfèrent laisser de côté les championnats et pas les championnats européens. Elle n'hésite pas à faire tourner non plus les équipes espagnoles. En tout cas, ma question, mon cher Juan José, c'était une petite forme de provocation, évidemment. Parce que moi, personnellement, je sais bien qu'à Marseille, on crème des gains et on joue toutes les compétitions. Si vous me permettez l'expression Avi Assouli, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir, vraiment. Merci. Alors, avant de raccrocher un petit pronostic pour ce soir. Moi, je pense que l'OM va quand même se qualifier, même s'il manque Thauvin, même s'il y a des blessés. Je pense qu'ils vont se qualifier. C'est le cœur qui parle. Et il va le mettre au milieu de terrain ou pas, notre ami Luis Gustavo, Rudy Garcia? A priori, oui. Il n'y a pas de problème. C'est Troutman avec Luis Gustavo. Ça y est. Ah bah voilà, tout arrive. Le petit Camara, ça va être un futur trésor. Voilà, moi, j'ai beaucoup confiance à ce jeune. Comme quoi, formidable. Comme quoi, les prières à la bonne mère servent, puisque tous les supporters de l'OM ont allumé un cierge à la bonne mère pour voir Strootman, Luis Gustavo. Et voilà. Évidemment. Merci beaucoup, Avi. À bientôt, Avi. Merci. Entre les supporters, il y en a eu hier. J'espère que ça va se calmer. J'espère qu'il n'y en aura pas, évidemment. C'est le pire dans le football. Merci beaucoup, Avi Assouli. À très vite. Et Time Sport revient. Merci. Time Sport revient dans quelques instants, évidemment, après la pause. On n'oublie pas le hashtag Time Sport sur Twitter. Le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000, c'est pour nous joindre et parler des sujets qu'on a abordés, de l'OM, du PSG, pourquoi pas après tout. Et on va parler de Monaco dans quelques instants. Monaco, mais aussi de handball, puisque on a l'Euro, j'ai dit le championnat du monde tout à l'heure, excusez-moi, c'est une erreur de ma part, qualification pour l'Euro 2020 avec l'équipe de France, allez, on en parle en quelques instants. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman. Allez, Bilou, c'est demain, moi c'est Alex Seban, on est là, Time Sport, l'émission au quotidien sur Beurre FM, 106.7 FM, aussi beurrefm.net, évidemment 01 53 48 30 00 ou bien 01 53 48 3000, c'est le même numéro, vous l'avez compris, mais c'est pas grave, de toute façon, le but c'est que vous nous appeliez les amis. Et oui, passez-nous un petit coup de fil, on a envie de vous entendre, dites-nous ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous avez envie de voir. Si ça vous a agacé qu'on parle du PSG dans des termes plus ou moins élogieux, aujourd'hui c'était pas très élogieux le PSG les amis, mais c'est normal, ils ont pas perdu, j'allais dire ils ont perdu, mais c'est vrai que ça nous a marqué comme une défaite ce match nul hier de partout face au Napoli au Parc des Princes. Petite question avant de passer à la suite et à l'AS Monaco, on a parlé du PSG, on a parlé de l'OM, Olivier G. L'OM, le PSG se rencontrent dans quelques jours, ce sera
le classique du championnat de France. Ce sera la plus belle affiche de l'année du championnat en Ligue 1. À la vue de ce qui s'est passé hier, on a parlé de l'OM, on verra comment ça joue l'OM ce soir, mais on a déjà quelques idées de ce qui peut se passer dimanche soir au stade Vélodrome entre le PSG et l'OM, entre l'OM et le PSG. Ouais. Comment tu le sens, toi, ce classique, cette affiche? Alors pour moi, ça reste une affiche, mais j'oublie pas l'Olympico qui est vraiment juste derrière maintenant en termes de pression, parce que c'est autre chose qui se joue. Là, c'est juste du prestige, parce qu'on sait que Paris sera champion finalement à la fin. Pour moi, tout sortira vraiment. Non, mais c'est vrai. Quand on dit ça au bout des 10 journées. Non, mais c'est vrai, si tu veux. Bon. C'est une réalité. Non, mais c'est une réalité. Autant on a été des pipes hier en Ligue des Champions, autant qu'on sait que le titre de champion de Ligue 1 ne peut pas échapper à Paris. Mais ce que je veux dire, ça va dépendre beaucoup de la motivation des gars, parce qu'on sait que les 3/4 des joueurs parisiens viennent notamment pour la Ligue des Champions. Et pour eux, le derby, ça évoque pas forcément, enfin, ce classico, ça évoque pas forcément quelque chose de Attends, Olivier, ils ont été mauvais hier. Est-ce qu'ils vont mettre une rouste à Marseille dimanche? C'est ça la question. Est-ce qu'ils vont retrouver la motivation pour? Moi, c'est ça la question. Je pense ils vont faire quelque chose. Ils vont vouloir se racheter du 2-2 l'année dernière où on s'est fait vraiment accrocher. Mais est-ce qu'ils vont avoir cette motivation? C'est justement cette grinta qu'ils n'ont pas eu. L'année dernière, ils ont été mis vraiment en difficulté au Vélodrome. Hein. Oui. C'est Cavani qui nous sort un coup franc de derrière, je sais pas où, là, à la dernière minute. Non mais enfin, Iyad, journaliste. Le 2-2 de l'année dernière a été peut-être une leçon pour les joueurs du PSG. Je pense que c'est le seul d'ailleurs classico qui a été vraiment pris par-dessus la jambe par le PSG depuis le début de l'ère Qatari. Et sans te couper, en Ligue des Champions, ça fait 5 ans qu'on prend des leçons et on les répète. Non, mais je sais bien, mais des leçons on en prend. Après, pour parler justement de niveau et de comparatif avec la Ligue des Champions, là on sait qu'on est 1 voire 2 niveaux en dessous. Donc pour ce qui est du jeu, si le PSG est à 100%, le PSG s'imposera face à Marseille. Après, ça dépendra aussi du match de ce soir face à la Lazio. Est-ce que Marseille va aligner une équipe plus ou moins type? Quelle va en être l'issue? Donc, à voir aussi, mais je pense que le PSG s'imposera largement et voudra se racheter. Juan José, le Classico, c'est à 16h. Dimanche, le vrai Classico. Barça Real. Bon, là on est sur notre petit classique à nous, notre petite affiche à nous, notre petit championnat, la Farmers League, comme on dit en Europe, si j'ai bien lu ces derniers jours sur Internet. Bon, qu'en penses-tu, toi? Le PSG a pris une grosse gifle hier en Ligue des Champions. Il y aura obligatoirement une réaction. Forcément, ils vont se racheter, mais pas par rapport au match nul de l'année dernière, mais par rapport à ce qu'ils ont fait hier soir. Ils vont avoir besoin de montrer que les critiques sont infondées, entre guillemets. Et je pense que ça tombe mal pour Marseille, parce que ce week-end face au PSG, le PSG va vouloir montrer qui est le patron, entre guillemets, et essayer de faire taire toutes les critiques qu'on a depuis 24 heures. Je vois Mamadou Lamine Mané de chez Deuxième Conseil qui fait une petite moue, mais je crois qu'il acquiesce finalement. Non, pas du tout. Alors c'est l'inverse. Du coup, il n'est pas content, il n'acquiesce pas. Je suis carrément en désaccord avec Olivier, Iyad ou même Juan José, mais écoute, je ne vais pas le dire, mais je les ai encore ici. Moi, cette équipe, elle commence vraiment à me sortir par les yeux, parce que tu ne peux pas. C'est plus une question de mental. Et demain, excuse-moi, dimanche, ils vont se faire rentrer dedans, ça c'est sûr et certain. Les Parisiens, les Parisiens, c'est sûr et certain. Et est-ce qu'ils sont en capacité aujourd'hui? On parle effectivement d'orgueil, mais justement, ils n'ont pas d'orgueil, il n'y a pas d'orgueil. C'est ça le problème, c'est que dimanche, ils vont se faire allumer. Et le problème, c'est qu'ils nous ont montré encore une fois hier, et pourtant, je me disais, à chaque fois, bon, cette fois-ci, ça va passer, ils vont quand même montrer qu'ils sont dessus, mais tu peux mettre tous les talents que tu veux. C'est quoi le problème? C'est que la préparation mentale, l'envie, la grinta, je ne suis pas persuadé que cette équipe-là, donc c'est pour ça que je fais la moue et que je ne suis pas persuadé que dimanche, ils vont mettre le bleu de chauffe. Messieurs, on a quelqu'un en ligne, Nourdine de Marseille, qui veut réagir évidemment sur le PSG, sur l'OM. Nourdine, salut, comment ça va? Allô Nourdine, t'es avec nous ou pas? Bon, eh ben Nourdine, ça aurait été le passage le plus bref à l'antenne aujourd'hui. Je suis désolé, on va donner la parole à notre ami Bassim Baroun qui est avec nous en tout cas autour de la table. Il a raccroché. Bassim, vas-y, ton opinion sur ce j'allais dire le classico, mais non, excusez-moi, on en parlera tout à l'heure du classico. Mais on peut appeler le classico. Non, de l'affiche, non, c'est moche, non, c'est pas bien, on vole pas les choses aux autres, c'est pas genre, non, notre classique à nous, vas-y. Écoute, moi, même si le PSG n'augmente pas son intensité, je pense qu'il y a une telle différence avec l'OM. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, l'OM surperformait sur ce match. Et on ne les a jamais vus refaire une telle prestation, que ce soit face à l'OL ou sur d'autres gros matchs. Ils avaient fait un super match, il ne faut pas l'oublier, mais je ne pense pas qu'ils reproduiront la même performance. À partir de là, je me dis que même
à 60%, le PSG a assez de marge quand même pour battre les Marseillais. Ils vont se faire rentrer dedans, c'est sûr. Le problème, c'est que les Marseillais, parfois, à trop essayer de rentrer dedans, ils le font mal, ils se désorganisent et le PSG en profitera parce qu'ils ont plus d'armes là-dessus. Et voilà, je pense que ça devrait le faire pour le PSG. Allez messieurs, on arrête avec le PSG. On va parler de Monaco, évidemment. On l'a vu, Monaco hier, l'incroyable mais vrai. Mon cher ami, mon cher Florian, l'incroyable mais vrai. Time Sport. Florian, vous l'aurez compris, c'est notre réalisateur. Il est adorable. Et incroyable mais vrai, donc du coup, Monaco, l'AS Monaco. On en a parlé un petit peu hier autour de la table. Évidemment, on s'attendait pas à un miracle de l'AS Monaco face à Bruges. Et puis finalement, ça n'a pas été trop mal. Les premiers pas de Thierry Henry, bon, voilà, on a vu un but, on a vu un partout, on a vu un petit match nul, un partout entre les deux équipes. Monaco a même ouvert le score. Juan José, tu l'as vu le match. Voilà, c'était le match pour. Ça sert à se relancer pour l'AS Monaco, cette Ligue des Champions? Pas du tout. Pas du tout. Alors dis-moi tout. Pour moi, Monaco va être le 3e au mieux de ce groupe, d'autant plus que le match Dortmund. Pour se relancer en championnat, je veux dire, pour relancer la motivation globale de l'équipe. J'espère qu'ils vont trouver d'autres motivations parce que le match n'était pas non plus terrible sur la qualité du jeu de façon globale. Donc c'est bien parce qu'ils ont un point, c'est bien parce que voilà ils ont marqué les premiers, mais c'était Bruges. C'était Bruges. Donc pour eux la Coupe d'Europe entre guillemets, oui, c'est pratiquement fini puisqu'ils vont au mieux terminer 3e et passer en Europa League. Maintenant, il faut se concentrer sur le championnat dans le sens qu'ils ne pourront pas aller au-delà dans une Coupe européenne. Mais le match en soi, c'est sympa, ils ont marqué, il y a Thierry Henry, voilà. Mais on ne peut pas tirer des enseignements encore sans tirer des enseignements. Moi, ce que je voulais dire, c'est que cette équipe de Monaco, avec son nouvel entraîneur aujourd'hui, c'est très bien que de toute façon, ça va être un petit peu cuit là, pour la Ligue des Champions, évidemment. C'était un match bon à prendre quand même pour essayer justement, petit à petit, de trouver un petit peu la cohésion dans le groupe, savoir qui joue comment pour Thierry Henry, Olivier. Donc c'était un point à prendre, ça fait du bien au moral. C'est comme toi quand tu prends l'apéro avant un bon repas, ça fait du bien, et voilà. Mais après, ça veut rien dire, c'est de l'eau. Un point, c'est Bruges. C'est de l'eau de figue tunisienne, quitte pas les marques. C'est un point, ça fait du bien parce que le collectif a besoin. Ils ont perdu tellement de points cette année contre des équipes qui étaient même plus faibles que Bruges. Ça leur fait du bien. Point. Après, la Coupe d'Europe, elle est terminée. L'Europa League, c'est même pas la peine d'y perdre des forces pour eux, je le dis honnêtement. Pour eux, maintenant, c'est remonter en championnat, essayer de recréer un collectif, avoir un Thierry Henry il est là pour redonner une vraie mentalité à cette équipe, à redonner vraiment une intensité au jeu monégasque. Voilà, moi, je pense que Monaco va tout viser sur le championnat. Ouais, Monaco, Madou, c'est quoi l'objectif? C'est le championnat, comme vient de le dire Olivier, où il y a quand même un petit espoir de se créer une petite aventure sympathique en Europe. Alors là, on est en Ligue des Champions, ça passera peut-être ensuite par l'Europa League. Étant donné les attentes qu'on avait pour Monaco en début de saison et le départ de Jardim et l'arrivée de Thierry Henry, je dirais qu'aujourd'hui, Monaco n'a pas à faire le distinguo entre le championnat et la Champions League. Monaco doit prendre ses matchs un par un. Alors ça paraît complètement, ça peut essayer de la méthode Quid que donc tu nous dis pas, on prend les matchs les uns après les autres, l'important c'est les 3 points. J'ai contourné, j'ai pas voulu dire. L'essentiel c'est les 3 points. Non, c'est pas ça, mais c'est pour dire que Monaco aujourd'hui dans une situation où elle est en phase de reconstruction pour la saison prochaine. Quel que soit le match, c'est un match à jouer. Et Thierry Henry est en train de construire son équipe. Donc aujourd'hui, il ne doit pas s'occuper du classement. Il doit s'occuper de mettre une équipe en place, gagner ses matchs, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Et il fera le point à la trêve. Il fera le point à la trêve estivale, à la trêve hivernale, à la trêve estivale. Et il verra où il en est. Il est en train de construire une équipe. Donc aujourd'hui, je dirais que tous les matchs sont importants pour lui, qu'ils soient en Ligue des Champions comme en championnat. Il faut qu'il les joue tous. Il faut surtout qu'il remette son équipe en selle et qu'il lui redonne un objectif. Après, le classement, peu importe. Peu importe, voilà, le classement c'était peu importe. On verra si Monaco arrive à s'en sortir déjà en Ligue des Champions, ça m'étonnerait. Ça devrait passer par la case Ligue Europa et encore c'est pas sûr. Et l'intérêt, comme nous l'ont dit nos camarades, c'est que ça s'arrête tout court, cette aventure en Coupe d'Europe et que le championnat puisse être aujourd'hui. Mamadou, tu veux rajouter un truc? Peu importe, mais on sait très bien que l'essentiel c'est toujours les 3 points. Évidemment. Évidemment. Il me charrie. Non, évidemment. L'AS Monaco, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite, c'est de se relancer un petit peu en championnat parce qu'on a, en France en tout cas, dans le championnat, besoin de belles équipes. Et on aimerait bien voir Thierry Henry réussir dans sa première expérience d'entraîneur. Messieurs, on change de sujet complètement. On va passer à la victoire du jour. Time Sport, la victoire.
Voilà, on change de sport complètement, on passe au handball, ça se joue avec un ballon, mais il est plus petit. Celui-là, ça se joue avec les mains, comme un gardien de but, mais là, ils jouent tous avec les mains dans ce sport. C'est donc le handball. Les Bleus, chers amis, l'équipe de France de handball, voilà, ils sont lancés dans la qualification pour l'Euro 2020. On sait qu'il y aura le championnat du monde au mois de janvier prochain. Excusez-moi, j'en perds mon latin. Le mondial, ce sera donc le mondial 2019 au mois de janvier. La qualification pour l'Euro c'est en 2020. Il y a une question qui se pose quand même, puisque ça vous a pas échappé. La pépite, l'étoile, le zizou, le Kylian Mbappé du handball. Tout ça dans le même homme. La star du handball, c'est Nikola Karabatic. Et ça ne vous a pas échappé. Vous l'avez appris il y a quelques jours. Nikola Karabatic n'est plus. Enfin, il est plus. Il est blessé. Il est blessé. Il sera pas là pendant les semaines qui arrivent. Est-ce que c'est un gros handicap ou est-ce que c'est un challenge pour cette équipe de France d'apprendre à jouer sans Nikola Karabatic, Olivier G? Déjà, le programme, c'est Lituanie, Roumanie, Portugal. C'est bien que tu le rappelles, ça. Non, Portugal, c'est des pipes. Non, mais c'est vrai, Hollande, c'est des pipes. Ouais. Roumanie, c'est moyen, et Lituanie, ils n'ont pas leurs meilleurs joueurs. Donc déjà, voilà. Didier Dinard va être obligé de reconstruire une équipe sans Karabatic, mais normalement, si on passe pas ces poules-là, ça sert à rien d'aller plus loin. Il y a trois évolutions possibles. Il y a la première qui est classique avec Nicolas Clerc en meneur de jeu. Lui, il fait carrément sa meilleure saison à 31 ans à Nantes. Il y a la seconde solution qui a été testée en Croatie. Et là, c'est Dika même qui prend qui mène le jeu de l'équipe de France. Et enfin, tu as la troisième solution, c'est avec Richardson. Donc, pour le coup, le Montpellierin, lui, il peut bien couvrir le poste de demi-centre sur lequel il a évolué dans les sélections de jeunes. Donc, normalement, il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire pour l'équipe de France. Moi, je ne vois pas trop vraiment où ça peut peiner. La qualification pour moi est quasi acquise. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un vrai souci. Il y a un vivier très très fort. On n'a jamais eu autant de latéraux aussi forts. Mamadou, réaction là-dessus. Dans la brèche. À l'aspiration comme en F1, comme dans l'ouverture. Est-ce que tu as mis le DRS? Pas encore. Parce que tu l'as, du coup, tu doubles. Mais comme vient de dire Olivier, effectivement, l'absence de Karabatic doit être normalement, et elle n'est pas souhaitable forcément, mais c'est l'occasion pour cette équipe de France, et on parle aujourd'hui de l'équipe de France, on oublie les clubs. Les clubs qui effectivement aujourd'hui sont très très bien en Ligue des Champions, on a des bonnes équipes, et c'est justement le moment pour effectivement laisser une génération s'étalonner en l'absence de Karabatic. Tu sais, quand on a un joueur comme Karabatic, tu vas te faire concentrer de Mbappé en même temps, ça prend de la place. Donc, ça s'appelle Messi. On a oublié les mêmes. Excuse-moi. Non, mais on reste franco-français. Quelle erreur. On reste franco-français. Non, mais effectivement, quand des joueurs comme ça prennent beaucoup de place, donc peuvent effectivement contraindre l'éclosion d'autres joueurs. Donc c'est peut-être le moment pour laisser de la place à ces joueurs-là. Donc Olivier en a fait la liste, je ne la connais pas aussi bien que lui, donc je ne me permettrai pas de la reprendre, mais laisser ces joueurs-là de s'étalonner, de prendre leur place et de s'installer aussi, et de montrer qu'il y a une génération qui est à présente, très très forte, et laisser la possibilité de s'envoler après derrière. Allez, on termine notre émission, les 3 dernières minutes, on va faire un petit quiz les amis, parce qu'il y a le Classico, le vrai, cette fois, dimanche. Time Sport. Messieurs, Rosé, attention, du coup, hein. Juan José, tu es en pole position pour répondre à mes questions. Alors là, ça tombe mal. Ce sera le combienième Classico, chers amis, ce dimanche? En Liga. En Liga, oui, en Liga. Alors, ça va faire le 140e, 150e. Allez, 143e. 132. Le juste prix de 42e. Ça sera le 177. J'ai dit combien moi 177. Oui, non, mais j'avais compté les matchs. Qui était proche? 143, j'ai dit. 143, bah, c'est Olivier qui remporte le point. J'ai dit Que gagner un voyage. C'était combien? Le vainqueur de ce quiz gagne un voyage à Melun. Et on salue nos auditeurs de Melun, évidemment. C'est important, il nous en faut. Il faut savoir que le Barça et le Real n'ont jamais été en deuxième division. Donc, depuis 1909 et la création de la Liga espagnole, il y a 2 matchs, 2 classiques. C'est une honte, messieurs. Mettez-moi les 2 clubs en deuxième division une saison, s'il vous plaît. Juste pour voir. Messieurs, allez, donnez-moi les 4 meilleurs buteurs des Classicos. Ronaldo, Messi, Di Stefano. Dans l'ordre, s'il vous plaît. Messi en premier. Ouais, c'est bon. Di Stefano. C'est bon. Raoul. J'ai entendu quoi, Ronaldo? Non, Ronaldo, moi j'ai dit Ronaldo. C'est faux. Ronaldo. CR7, exactement, Olivier, bravo.
Tu veux vraiment la Melun. Cristiano Ronaldo. Non, mais il y en a qu'un maintenant de Ronaldo, l'autre on l'a oublié. Non, je plaisante, évidemment. Je ne veux pas vexer Juan José. Alors Alex, Je plaisante. On a dit Messi Stefano. avec 26 buts. Messi ne sera pas là d'ailleurs, on le rappelle pour nos amis qui n'êtes pas au courant, il ne sera pas là, il s'est blessé, ce qui est rare. Ce sera le premier Classico depuis 2009 sans Messi et Ronaldo. Exact. On peut leur prêter Rabiot aussi. Depuis 2007. Non, puisque Cristiano Ronaldo a signé. Mais sans Messi ni Ronaldo. Voilà, là c'est sans Messi et Ronaldo, c'est le premier. Mais voilà. La première fois en 11. On reprend, donc on a dit. Donc Messi, Alfredo Di Stefano, Cristiano Ronaldo et Raoul évidemment. L'illustre Raoul. C'est bon, on était dedans, Alex. Non, c'est pas mal, non mais combien de Classico a disputé Lionel Messi, les amis? Attends. 25. On se rapproche, on n'est pas loin des 35. 32. 32, non, un peu plus. 37. Allez, 38, les amis. 38. 2005, 2006, non? Je suis sûr que vous l'avez regardé. Des champions en Coupe du Roi aussi. Mais on garde. Est-ce qu'on met la Liga dedans? Enfin, que la Liga. Il a la réponse de toute façon, les gars. Là. Il a dit 38, commencez pas à m'embrouiller, les amis. Allez, deux dernières questions rapidement. Puisque certainement vous l'avez vu, c'était le 6 mai 2018, le score de ce Barça Real Madrid. Les buteurs. Bale, Cristiano, Messi et Suarez. C'est beau. Bravo. Et à deux doigts de d'aller à Melun. Et voilà. J'aurais le droit de poser la dernière question. Alors, laisse-moi celle-ci et je te laisse la dernière. Le score. Qui était l'entraîneur de la fameuse Manita en 2010? Guardiola, la Manita pour le Barça. Guardiola, bravo. Mourinho et puis le petit. Et en face, c'était José Mourinho, je crois que c'était une belle gifle, voilà. Juan José, la dernière question. Dernière question. Combien de matchs notre ami Messi a raté avec le Barça? Combien de matchs de Classico, tu veux dire, ou de matchs en général? Toutes compétitions confondues? TTC, toutes compétitions confondues. 52. TTC. Moins ou plus? T'es très loin. C'est moins? Ça tient dans les doigts d'une main? Beaucoup plus. Ah, beaucoup plus? Parce que tu comptes depuis que c'est. Allez, vite, la réponse est maintenant. La réponse est maintenant. 153. 153, messieurs. Sur ce chiffre, on s'arrête. Il nous reste 10 secondes pour vous dire merci Olivier, merci à Iyad, merci à Juan José, à Mamadou et à Bassim. La suite, c'est demain. Salut. À bientôt avec Time Sport. Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.